Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse pour, on va dire, le bruit parce qu'en fait la pièce est vide et la luminosité et tout. Là, je peux pas caler forcément les éléments parce que je ne retrouve pas, par exemple, mon pied de lumière dans les cartons. Mais je voulais vous remercier sincèrement pour la campagne Ulule qui s'est terminée dimanche. Pour tout votre soutien, on a atteint le deuxième palier et je suis super contente parce que au vu de la période de quand est sortie la campagne Ulule, le fait que ça soit un tome 2, je m'attendais pas forcément à ce qu'on atteigne ce deuxième palier et je vous en remercie. Donc la Reine de Fer sortira normalement fin février, mars à cause du déménagement parce que j'ai pris énormément de retard sur mon travail malheureusement, mais je peux pas gérer des travaux, gérer un emménagement et gérer une publication en même temps. Et il y a les fêtes de Noël qui arrivent, je sais que la semaine prochaine je prends ma semaine de congé de l'année. J'essaie toujours de prendre une semaine en septembre, mais c'est jamais très réussi parce que j'ai toujours beaucoup de demandes. On va dire la semaine de Noël, c'est vraiment la seule semaine où je suis un peu tranquille parce que la plupart des gens ne bossent pas entre Noël et le Nouvel An, donc on rouvrira que le 2 janvier. Merci encore de votre soutien pour la chaîne, de votre soutien pour les campagnes Ulule qui sont fondatrices en fait des nouvelles publications et qui sont hyper importantes parce que sans les campagnes Ulule, et je me suis jamais cachée de ça, on ne peut pas financer le genre de publication qu'on publie du fait qu'on a une démarche éthique et assez coûteuse avec de la fabrication française. Donc on va commencer tout de suite l'update lecture. J'espère pouvoir vous tourner un vlog lecture la semaine prochaine. Il faut pas que j'oublie le livre aujourd'hui. Je vais vous présenter 3 ouvrages. Donc il y a un manga, il y a un roman et il y a une sorte de petit essai sur un très très grand auteur, on va dire d'imaginaire. Pour le roman, je vais quand même mettre une espèce d'avertissement avant parce que c'est un auteur français. Ça a été une énorme déception, ça a été une lecture qui m'a causé une panne de lecture au point où ça m'a pas vraiment plu et c'est pas dirigé contre l'auteur. Donc je préfère le dire et si l'auteur passe par là, je ne conseille pas de voir la chronique, forcément ne pas se faire de mal sur ce sujet-là. Le premier roman, c'est toujours un pied, on va dire, dans la publication et donc ça ne peut pas être parfait. Et aujourd'hui, je vous présente donc Cendre Monde de Jean-Luc Deparis. Je suis assez triste de devoir faire une chronique qui est pas super bonne sur ce livre-ci parce que j'étais hyper hypée pour le lire. Je sais pas, le résumé me tentait. C'était cette ambiance qui me rappelait un peu Elric du fait que le personnage avait les cheveux blancs. Simplement pour ça, voilà. J'ai fait un raccourci très rapide. Je sais pas, il me hypait. J'aimais bien la collection chez Babel, de leur poche imaginaire. Et en plus, j'aimais bien la couverture. Ça faisait un peu nordique, très fantasy, dark fantasy. C'est un livre qui m'a beaucoup plu dans son début, on va dire les 100 premières pages, j'étais vraiment dedans, et une fois que le personnage passe le cap de l'âge adulte, je me suis totalement désintéressée de l'histoire par plusieurs choses. C'est une chronique qui va être assez subjective parce que c'est des choses qui ne me parlent pas à moi, mais je vous conseille quand même de vous faire un avis si c'est un livre qui vous tente. Alors, Cendre Monde, on va suivre l'histoire de Elisana, c'est ça, qui appartient à un peuple disparu dans ce monde-ci. Elle apparaît enfant dans une espèce de cité, dans un territoire où elle n'aurait pas dû survivre. C'est-à-dire que c'est des territoires qui sont contrôlés par une sorte d'église où il faut une sorte de marque de l'église pour pouvoir survivre. C'est assez complexe comme univers. Et elle est là, elle vit, et surtout elle a la peau noire et elle a les cheveux blancs, ce qui est très peu commun dans ce monde-ci. Elle va être recueillie par une sorte de chevalier qui va la protéger jusqu'au jour où l'église va en entendre parler et va essayer de tout faire pour l'assassiner. Donc elle va être envoyée dans une autre cité, prier un autre dieu auprès de personnes qui vont la protéger. C'est surtout un récit qui parle énormément de religion et c'est peut-être pour ça que ça m'a moins plu. C'est que les textes de fantasy imaginaire qui parlent de religion, ça devient très redondant dans mes lectures et je trouve que c'est un thème qui est beaucoup trop abordé, selon moi. Alors, ce bouquin, il m'a forcément fait des ponts avec, par exemple, Lionel Davoust et j'ai bien plus préféré l'univers de Lionel Davoust, donc je pense que c'est aussi ça qui a tiré ma lecture vers le bas. Donc c'est un roman qui est entre, on va dire, une ambiance dark fantasy, fantasy religieuse et fantasy initiatique, dans ces univers-ci. C'est un roman qui se passe en 2 temps, donc avec une grosse introduction et ensuite la vie du personnage principal.
qui va être toujours dans cette fuite de l'Église, hein, d'une certaine manière, et dans sa quête de religion et dans la rencontre de son peuple, si je peux me permettre d'aller jusque-là. C'est un livre, dans ses points positifs, que j'avais trouvé assez intéressant dans l'originalité du texte. C'est-à-dire que vraiment, ces cités où il faut être marqué par l'Église, c'est même le peuple qui est créé, les enjeux, les mondes, voilà, le monde souterrain où les morts se rendent et où voilà, elle va avoir un lien assez particulier. Ça, c'était assez chouette. Le problème, c'est que malgré le fait que ça paraît original, c'est quand même très redondant dans l'histoire que ça raconte. En fait, l'univers est assez sympa, voilà, en termes de mythologie, même de religion. C'est vraiment assez approfondi. On voit que l'auteur a bien travaillé son univers, même un peu trop à mon goût, et je vous en parlerai. C'est juste que l'histoire en soi, c'est une histoire toute bête d'imaginaire d'une nana qui est l'élue et qui est une Marissou. En fait, c'est vraiment le personnage, c'est pour ça que ça m'a un peu voilà, un peu bon, c'est que les personnages de Marissou, j'ai un peu de mal avec ça. Alors Marissou, c'est un trope littéraire qui met en avant des personnages parfaits, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est hyper badass, qui est élu, qui galère mais pas trop, qui en plus, là il y a un trope avec l'immortalité, du moins le personnage peut se faire tuer, elle va être sauvée par sa déesse. Voilà, elle est la porteuse d'une autre. Donc c'est vrai que c'est des tropes qu'on voit plus en young adulte et qui, pour ma part, je trouve sont un peu faiblards pour de la littérature adulte de fantasy. Donc ça, c'est un peu ce qui m'a embêté dans la lecture. Le deuxième, alors il y a deux autres points qui ont fait que cette lecture m'a un peu coupé l'envie. Au point que je suis quand même allée lire un autre livre pour savoir si c'est moi, avec la fatigue, le déménagement, qui n'arrivais plus à lire, ou si c'est ce livre qui me foutait une panne de lecture. C'est ce livre qui me fout une panne de lecture. Voilà, simple, j'ai commencé à lire La Balade de Perne et ça se passait beaucoup mieux. Au niveau du style, c'est très sympa, c'est bien écrit, voilà. Il y a des belles phrases, c'est bien fait. Le problème, c'est au niveau de la narration, selon moi. C'est que la narration, le world building est introduit de façon assez lourde. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Euh, Quand on a un univers de fantasy, on veut apporter énormément d'informations sur l'univers. On a tendance, c'est un petit peu le tips, hein, c'est ce qu'on fait aussi chez les Trois Nornes, à faire des encarts pour que ça soit plus facile pour les lecteurs de se dire ça c'est l'encart world building, on va apprendre sur le monde, c'est ce que fait Sanderson, c'est ce que fait plein d'auteurs et ça permet de pas alourdir le texte. Là, c'est pas le cas, c'est introduit dans les textes, c'est-à-dire que par exemple le personnage va parler, d'un coup on va voir des pages sur sa religion, des pages et des pages de world building et ça coupe la narration et c'est ce qui fait que c'est assez lourd et ça coupe le texte et ça m'a bloqué à plusieurs fois où t'es dans l'action et à un moment t'as ça. Voilà. De plus, bon, même si le côté religieux est assez sympa, il est quand même très... il n'est pas assez nuancé à mon goût et surtout, c'est des choses que j'ai l'impression d'avoir lu et relu en fantasy. Donc voilà, il y a ce trope narratif que j'ai pas trop aimé d'introduction. Alors ça, c'est tout à fait un style, voilà. Moi, j'ai pas accroché à ça, mais il y a sûrement d'autres lecteurs qui le feront. Le deuxième point, c'est le choix des noms. Alors, je sais qu'il y a un nom pour ça parce qu'on en avait parlé avec d'autres lecteurs. C'est le fait de choisir des noms extrêmement compliqués pour donner un côté fantasy. Par exemple, je sais que nous, avec Arnaud, Feinella, pour des gens, c'était un peu difficile à comprendre, alors que Feinella est un nom qui s'inspire un peu des Celtes. Voilà, il y a toute une recherche là-dessus. Il y a le fait que ça s'inspire de l'historique. Parfois, tu as des noms qui sont compliqués, mais c'est parce que ça s'inscrit dans une période historique ou dans quelque chose d'assez historique. Et il y a des noms qui sont compliqués à lire. Et en fait, dans le texte, tu vois, elle s'appelle Elisana. L'orthographe que c'est fait, le fait qu'il y a un tiret entre, c'est lourd à la lecture. Tous les personnages ont des noms complexes, compliqués. Les noms des créatures, c'est les Shaelfar. Donc avec quand même deux A. En fait, c'est des tropes qu'on voyait dans la vieille fantasy et maintenant qu'on a tendance à effacer parce que c'est pas très très bien vu et c'est surtout pas très lisible. Et ça donne, je trouve, le truc de regarder c'est bien écrit, je fais de la fantasy, regardez j'ai des noms compliqués, alors que ça a tendance à plus perdre le lecteur. Bon, voilà, ça m'a un peu marqué parce que plusieurs fois je me suis dit putain, les noms ils sont quand même un peu à coucher dehors, tu vois, c'était compliqué à lire. Le troisième point, c'est le travail
on va dire des enjeux du texte, parce que à part cette quête de elle-même et de ses souvenirs, on va dire, parce qu'elle a perdu la mémoire, il n'y a pas grand-chose d'autre. La quête religieuse, elle est quand même vue et revue, et malheureusement, le grand méchant de l'histoire, parce que dans ces textes-ci, c'est important, qui est l'Église, hein, voilà, c'est assez simple, voilà, c'est quelque chose de très... pas très nuancé, il a pas trop de charisme le méchant. Et ça fonctionne pas forcément, d'autant plus que moi j'ai pas eu d'attachement au personnage. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a pêché. C'est que autant les méchants je trouvais qu'ils avaient pas de charisme, autant les seuls personnages que j'aimais c'était les personnages du début mais ils font pas long feu. Et surtout le personnage principal est plat, mais en fait elle a un caractère, déjà elle tue sans remords, ça c'est quelque chose qui arrive dans le texte, donc t'as pas forcément d'attachement, tu vois, c'est pas comme un personnage comme Geralt ou même Elric où t'as des attachements personnels voilà, qui se créent parce que le personnage est plus nuancé. Là je trouve que le personnage est froid, quoi, j'ai pas eu d'attachement, j'ai même pas eu un truc de oh mon dieu son destin est triste et tout, et j'arrivais pas à susciter ça chez moi, voilà, je pense que c'est un truc qui me rendait assez hermétique. Donc voilà, c'est un premier roman, il faut le replacer. C'est quand même un texte qui est bien écrit. Voilà, après c'est mes goûts personnels et je tiens à le rappeler. Je tenterai peut-être de lire un autre texte si cet auteur a publié autre chose, parce qu'il y a du potentiel, mais ça correspond simplement pas à mes envies de lecture, et je pense qu'il a souffert sincèrement du travail de Lionel Davoust, donc cette Jeanne d'Arc réinterprétée, où en termes de thématique c'est bien plus travaillé. Mais si vous aimez la fantasy un peu classique, moi c'est une fantasy qui me rappelle très beaucoup les années 80, la façon dont c'est écrit, la construction de l'univers, les thématiques et tout, ça peut vous plaire. Voilà, c'est fait un peu fantasy à papa, avec un univers un peu dark fantasy sans être vraiment très très sombre. Et si vous aimez les univers où les religions sont très travaillées, alors c'est vraiment le nœud de l'histoire avec des pages et des pages de worldbuilding sur cette religion. Voilà, si vous êtes un lecteur amateur de ça, je pense que ça peut vous plaire. Ensuite, j'ai terminé hier un manga que j'adore, je crois, alors si mes souvenirs sont bons, ça serait bien la fin de la saison 1 qui se termine avec ce texte-ci. Moi j'ai vu que les 2 premières saisons et je suis un peu fan. C'est une mangaka, c'est une femme, et j'adore cet univers, je vous le dis, parce que pour un shonen, ça se voit qu'il y a une empreinte un peu différente de ce qu'on a lu dans Naruto, Dragon Ball Z. C'est Demon Slayer de Koyoharu Gotuge, Kimetsu no Iba en japonais. Ce sont les éditions piliers que j'adore. Alors ça veut dire que moi j'ai des goûts de luxe en manga maintenant. Depuis que j'ai découvert Akira, j'adore lire les mangas dans ces formats-ci qui sont des formats beaucoup plus proches de comment lisent les japonais, c'est-à-dire dans les formats Shonen Jump, des journaux. Là c'est des très belles éditions où vous pouvez avoir des planches magnifiques, et je trouve que c'est tellement mieux voilà, à lire, parce que quand t'es appréciateur du dessin, je trouve que t'es vraiment dedans, beaucoup plus que dans un manga. Alors il n'y a pas la praticité de lecture, mais vraiment je rêve d'un Berserk, voilà, dans ce genre de format. On a un en anglais mais il est tellement cher. J'avais lu un article dessus, mais les éditeurs de manga ont très bien compris que la cible de lecteurs de manga a vieilli et a un porte-monnaie un peu plus riche, et surtout vieillit et apprécie les plus belles choses, et donc il y a beaucoup plus de sorties grand format dans cette édition-ci. L'avantage c'est que Demon Slayer c'est terminé, voilà, et il y a une édition pilier, donc c'est une édition de ce format-ci. Il y en a un qui sort, on va dire, tous les 4-5 mois. Le premier était sorti en septembre, je l'avais acheté à Hypermonde. Le deuxième, celui-ci est sorti il y a quelques temps. Et le troisième que j'ai acheté est sorti juste avant les fêtes de Noël. Alors, Demon Slayer, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un shonen. Donc un shonen, c'est un manga qui est destiné, marketingment parlant, aux jeunes garçons, mais c'est un succès planétaire. Et je trouve qu'il a une nuance et une beauté qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres livres de ce genre. C'est l'histoire de Tanjiro. Tanjiro, c'est un garçon qui vit dans la montagne, qui vit du bois. Sa famille est assez pauvre et son père est décédé. C'est lui un peu l'homme de la famille. Un jour, il part livrer du bois dans le village en bas de la montagne, et quand il revient, parce qu'il doit dormir sur place, un homme lui dit c'est pas sécure d'aller
voilà, la nuit dans les bois. Quand il revient le lendemain matin, il voit toute sa famille massacrée, sauf Nezuko, sa sœur aînée, qui a été transformée en démon. Dans ce monde-ci, il y a des démons et des humains, des démons qui mangent les humains et qui sont extrêmement agressifs, qui seraient créés par Musan, donc le grand méchant de cette histoire. Et Tanjiro va devenir un pourfendeur de démons pour sauver sa sœur et trouver un sérum pour lui rendre son humanité. C'est un manga qui est extrêmement touchant sur ces sujets-ci. C'est autant du combat, des beaux paysages, des personnages avec du travail, que des histoires extrêmement tristes. Alors tous les démons que tu vas suivre, avec les lunes qui sont des démons un peu supérieurs de ce monde-ci, tous les démons ont un background qui vont te faire chialer. Voilà, tout le monde. Et c'est ce qui fait que le texte est d'autant plus lisible pour un public adulte. Je trouve qu'on ne retrouve pas trop les clichés. Alors pourtant, j'ai été et je suis encore une très grande fan de Naruto, hein, j'ai grandi avec ça. Mais je trouve que celui-ci est bien plus travaillé sur ces thèmes-ci. Et donc, ici, on va être dans la partie qui va traiter un petit peu du combat avec les araignées, pour ceux qui ont vu, on va dire, la saison 1. C'est un manga que j'aime beaucoup parce que je trouve que même le style graphique, t'as des mangas, je prends One Punch Man par exemple, ou même l'Attaque des Titans qui sont très mal dessinés. Moi je trouve que c'est très très beau. Voilà, je trouve que le style et les travails des personnages, des dessins. Ce qui est assez drôle, c'est que je trouve qu'il y a un côté shoujo dans les traits qu'on ne retrouve pas dans le shonen, où tu vois, Tanjiro il est vraiment mignon, quoi. Il a des beaux yeux, et en même temps ils ont tous des tenues, voilà, il y a beaucoup d'humour. C'est un texte qui est bourré d'humour avec des personnages assez hauts en couleur. Je pense notamment à Zenitsu dans le texte qui est un pourfendeur qui a peur de tout. Et on a aussi donc un autre qui s'appelle Inosuke, je crois, qui porte une tête de sanglier et qui veut se battre et tataner tout le monde. Mais c'est un manga que je vous recommande même si vous ne connaissez pas trop le genre, parce que c'est de la fantasy. Ça se passe dans un Japon entre modernité et période classique, dans le sens que Tanjiro, ils sont très dans l'ancien Japon un peu féodal d'une certaine manière, mais les villes, il y a la technologie, hein. Je pense qu'on est au 19e siècle, donc vraiment avec l'arrivée des Européens et ce genre de choses. Il y a plein de clins d'œil, genre le grand méchant Muzan, il ressemble à Michael Jackson dans le texte, mais c'est un manga qui va autant vous faire pleurer, qui va vous faire rire, mais déjà quand il va vous faire pleurer, j'ai rarement lu un shonen qui m'a fait autant pleurer, voilà, parce qu'il y a des histoires qui sont très touchantes, plutôt, je pense, à partir de l'intégrale 3 là, que je vais lire prochainement. Mais voilà, je vous le conseille sincèrement, parce que c'est une œuvre qui est terminée, qui en plus est touchante et qui parle des liens de la famille. Vraiment, Tanjiro et sa sœur, c'est le nœud du récit. On va avoir toute une panoplie de personnages avec des destins plus ou moins tragiques qui vont forcément vous plaire, donc je vous le conseille sincèrement. Moi j'ai adoré, on va dire, ce moment-ci. Il y a beaucoup d'action dans celui-ci. Le premier intégral était plus tourné vers l'introduction. Ici c'est les premiers grands combats épiques avec les premières, on va dire les premières grandes révélations, et surtout l'annonce des piliers, et l'histoire commence vraiment, je trouve, à partir de cette de la fin de cette intégrale-ci. Mais voilà, pour ceux qui l'ont lu, je vais préparer mes mouchoirs pour l'intégrale 3. Mais j'aime tellement, voilà, moi Demon Slayer c'est un de mes coups de cœur dernièrement en manga, et franchement si vous avez Netflix, regardez les 2 premières saisons, c'est extraordinaire, l'animation est sublime, les couleurs et tout, c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai lu le guide Howard, donc de Patrice Louinet chez Helios. Alors, c'est un livre qui est un peu hybride, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je pensais que j'allais avoir un peu une biographie sur Howard, et c'est pas... Il y en a une petite, mais c'est pas forcément quelque chose auquel je m'attendais. Je suis un peu mitigée sur le texte, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de pages qui sont un peu du remplissage, dans le sens qu'on va avoir des citations de Howard, on va avoir un gros chapitre sur les nouvelles avec les résumés et pourquoi les lire. Et bon, en fait, je comprends pas trop les gens qui achètent ça, sont plutôt des gens qui connaissent Howard. En général, tu lis pas une biographie avant de lire un auteur, c'est plutôt le contraire. C'est un petit guide qui est pour moi très introductif. Voilà, j'étais un peu frustrée là-dessus. Qui donne des clés si on veut s'intéresser un peu plus au personnage de Howard. Alors je vous dis Howard, mais c'est le papa de Conan, le papa de énormément de textes, qui était un homme
qui a une vie tragique et surtout qui est connu aussi pour avoir une correspondance avec Lovecraft. Donc Conan, moi j'ai lu l'essentiel, je crois, de son œuvre, hein. J'avais lu les éditions de poche qui sont sorties. C'est un texte qui... ce sont des textes qui me sont un peu mitigés, c'est-à-dire que Conan a ce truc fondateur, mais pour moi il y a beaucoup de choses qui vont pas sur les représentations. Ça m'a un peu gêné à la lecture, il faut remettre dans son contexte, mais c'est aussi un public que j'ai un peu de mal, le public de Howard, parce qu'il y a énormément de misogynes dans cette communauté-ci, et de racistes, soi-disant par cent, parce que les textes sont quand même avec des... Voilà, ça a très mal vieilli. En même temps, Howard est un Texan de son époque. Alors, c'est un petit guide qui est découpé en plein de petites parties. Tu vas avoir une partie biographique, tu vas avoir une partie sur les textes, tu vas avoir une partie sur des citations, sur des thématiques, hein, Howard et les femmes, Howard avec, avec par exemple sa réception dans les jeux vidéo, dans les films et ce genre de choses. Euh, Faut dire ce qui est la seule partie qui m'a vraiment intéressée, c'est partie autobiographique, parce que j'y connaissais pas grand chose de Ward, à part un peu les clichés qu'on a. Et en fait, le bouquin, ce qui est intéressant, c'est qu'il démonte un petit peu ça. Moi, Ward, on me l'a toujours vendu comme un mec très chelou qui s'est suicidé à la mort de sa mère. Voilà. Qui, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, hein. C'est comme Lovecraft, hein. C'est des auteurs qui, avec leur réception, ont des gens qu'on dit beaucoup de choses, beaucoup de mensonges sur eux. Et Howard, c'est un jeune homme qui donc a beaucoup publié, qui a publié des pulps, et notamment avec Conan, mais avec Solomon Kane, avec plein de textes très connus, et qui va mettre fin à ses jours, la veille de la mort de sa mère. Bon bref, ça a été concordant, mais le texte, en fait, je vous le laisse découvrir, va beaucoup plus nuancer un peu ces questions-ci. On va parler aussi de la petite amie d'Howard qui est assez connue parce qu'elle a publié des textes. Voilà, on va parler de sa vie, de qui était le personnage, comment il vivait des nouvelles, parce que Howard est un des rares auteurs qui avait quand même un petit peu de succès, hein, avec les pulps. Alors les pulps n'étaient pas forcément très bien payés, mais il avait son public. Et Conan, ce qui est assez intéressant, ils en parlent aussi dans le texte, est très... Il y a tout un fantasme autour du fait que ça serait Conan qui aurait raconté à Howard ces histoires. Il y a eu beaucoup de mensonges, notamment vis-à-vis du père d'Howard, qui a propagé des rumeurs, voilà, sur le testament qui s'est mal passé. Au niveau de la vie d'Howard, c'est comme Lovecraft, hein, c'est des personnages qui ont des vies assez tumultueuses. C'est un mélange, en fait, entre biographie et texte, avec à la fin plein de références à d'autres ouvrages qui creusent, je pense, un peu plus la question. Le truc, c'est que j'étais assez frustrée parce que ça va très en surface. On a des tout petits chapitres comme ceci, et c'est vrai qu'après avoir lu 1600 pages de biographie de Lovecraft, ça me paraît un peu léger. Donc si vous avez une biographie complète sur Howard, n'hésitez pas à me le dire. Ça fait le taf dans le fait que ça t'apprend des petites choses, mais pour les fans, je trouve que le truc fait pas le taf, voilà, dans le sens que c'est pas assez approfondi. Je sais pas trop à qui ça s'adresse, sincèrement. Ça m'a permis de déconstruire certaines idées sur Howard, et j'en suis contente, hein, parce que tu vois, par exemple, on a le fait que Howard, comme Lovecraft, n'avait pas d'aventure, n'avait pas de femme et ce genre de choses, alors qu'il a eu des petites amies. Il était très sportif quand il était jeune. C'est quelqu'un qui a pas eu une enfance a priori difficile, hein. C'est fou, hein, tous les mensonges qui ont été dits par un seul biographe à l'époque. Donc c'est assez intéressant à étudier de ce principe-ci. Ça parle aussi de sa relation avec Conan, comment ça s'est fait avec d'autres univers. Ça permet à des gens qui auraient peut-être pas lu de se pencher sur certains textes, hein, parce que Conan, il y en a énormément. Et ça parle aussi de l'édition, des pulps, et du fait que Conan, c'est surtout un produit marketing plus qu'autre chose. Je m'explique, mais ça, j'en avais déjà parlé en live, il me semble. Mais moi, Conan, c'est... alors, il y a eu Schwarzy aussi qui a fait ça, mais il y a eu beaucoup de olé, c'est très viriliste, voilà, ce genre de choses. Mais ça dépend des clichés d'éditeurs. Et en fait, on voit le rôle des éditeurs de l'époque où les pulps étaient surtout destinés à un jeune public masculin, et donc il fallait leur donner des mecs virils et des femmes à poil. Voilà, et c'est ce qui fait qu'il y a un très beau tableau sur les femmes dans le texte, et sur les femmes qui sont libres. Alors voilà, après on n'a pas forcément la même définition avec l'auteur de ce qu'est une femme forte, mais ce qui a été assez intéressant, c'est que on voit que quand Howard était assez sous le contrôle de ses éditeurs, il faisait surtout des femmes objets, voilà, des femmes à sauver, ce genre de choses, c'est très récurrent. Mais qu'à la fin, on va dire, il faisait des personnages un peu plus forts. Il en reste que j'étais pas d'accord avec
surtout sur ces points sur la féminité et sur le féminisme, on n'était pas forcément d'accord avec l'auteur. Parce que moi, dès qu'il y a sexualisation du personnage, je suis pas ok avec ça, parce que ça revient à rendre la femme comme une femme objet. Hein. Même si elle est forte, le fait qu'elle soit en petite tenue, ça n'arrange pas les choses. Voilà. Mais pour le coup, c'est à lire. Il y en a un dans cette collection-ci qui est plutôt sur le steampunk que je lirais, qui a un peu plus d'effet. Mais vraiment, si vous avez envie de casser les clichés, c'est vraiment le truc que je trouve qui est assez essentiel dans le texte. Je vous le conseille pour ça, surtout que voilà, c'est un spécialiste assez connu, hein, voilà, un des plus grands spécialistes du monde de Howard. Après, je ne sais pas si c'est un universitaire, j'ai pas trop eu, et je crois que l'information n'est pas donnée dans le bouquin. Voilà. Mais il y a des photos, ça permet d'aussi remettre un petit peu en contexte et surtout ça permet de rebalayer vraiment légèrement toute cette époque avec Lovecraft et ce genre de choses. C'est une époque assez riche pour l'imaginaire, avec des auteurs qui sont côtoyés. Et sincèrement, je suis un peu frustrée quand même que ça n'ait pas été plus développé sur la biographie. J'attends impatiemment, et peut-être que c'est sorti, une véritable biographie approfondie, même un travail comme ça a été fait sur Lovecraft, dans le sens que Howard écrivait aussi beaucoup, hein, c'était un voyageur, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire, je pense, et que son œuvre est fondatrice dans l'imaginaire, hein, c'est un peu un pilier de la Sword and Sorcery, et Conan, c'est une figure de la pop culture, hein, notamment retransmis par Schwartzy, mais ça a été une égérie sexuelle pendant très longtemps, ça a été une icône, et ça a été même le modèle pour beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes de ce qu'était un homme séduisant à son époque. Donc voilà, Conan, il y a quand même autre chose derrière, il y a un côté philosophique et ce genre de choses que je vous laisse découvrir dans les textes, parce que Howard, c'est pas juste un mec, Conan, c'est pas juste un mec qui tape sur des gens, c'est bien plus que ça. Mais voilà, si vous avez envie de vous faire un petit avis, je vous laisse découvrir, même si j'ai pas été super convaincue par le format et j'ai trouvé plein de pages pas très très utiles, hein, que j'ai trouvé que ça faisait plus du remplissage et que j'aurais voulu avoir plus de développement sur les questions pertinentes. Voilà, je pense que Howard et les femmes, on peut pas faire un truc qui dure 2 pages, quoi. Je pense que c'est un peu plus à étoffer que ça. Alors, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous me recommandez des ouvrages. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. On se retrouve dimanche pour une petite vidéo en rapport avec Noël.